Je vais me faire un plaisir de vous présenter donc nos intervenants. Tout au bout, Saïd Mouline, qui est directeur général de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Votre organisation s'appelle l'ADERE, hein, c'est bien cela, au Maroc. Donc, vous êtes basé à Rabat. Jacques Moineville, directeur général adjoint de l'Agence française de développement. Ensuite, Hélène Clark, administratrice programme des Nations Unies pour le développement, donc du PNUD. Séverin Cabane, directeur général délégué pour le groupe Société Générale. Et puis Philippe Jachamp, président de la Coordination Sud, qui est une coordination qui regroupe 153 ONG françaises de solidarité, d'urgence et de développement. Voilà, donc des invités qui ont des représentations très différentes et des intérêts aussi très différents dans les problématiques de climat et de développement. Alors, je vais laisser la parole à Jacques Moineville, d'abord de l'AFD. On va faire brièvement une introduction, un état des lieux sur quels sont les besoins et les financements climat, publics, privés, pour qu'on sache bien de quoi on parle et dans quelle mesure ces financements couvrent les besoins d'investissement bas carbone permettant aux économies de s'adapter. Jacques Moineville. Merci. À vrai dire, c'est probablement la question la plus difficile de ce séminaire que de dresser un tableau des besoins et des ressources mobilisées, tant en fait sont imprécises les estimations qui sont disponibles. Alors, je peux juste vous proposer quelques éléments d'encadrement sur la base de quelques études qui ont été faites. S'agissant des besoins, si je me limite à la question des infrastructures dans le monde entier, les besoins d'investissement sont estimés à 5 000 milliards de dollars par an. Alors évidemment, cette estimation, c'est sur l'ensemble des investissements, et la question qui se pose ensuite, c'est comment en faire des investissements sobres en carbone. Et là, c'est très difficile à apprécier parce que le coût des investissements sobres en carbone évolue et leur opportunité dépend des politiques publiques. En tout cas, certaines estimations disent que pour que ce soit sobre en carbone, il faut 700 milliards de dollars par an supplémentaires, ce qui est peut-être un chiffre de référence. S'agissant des ressources climat mobilisées, là encore, les estimations sont très variables. Les Nations Unies ont fait des estimations qui disent qu'il faudrait entre 340 et 650 milliards de dollars par an d'investissement climat, dont entre 40 et 175 du nord vers le sud, ce chiffre lui-même étant très variable entre public, entre 35 et 50 millions, et privé, entre 5 et 175 milliards de dollars de financement privé mobilisé. Donc, c'est très difficile de répondre à la question, si ce n'est pour dire qu'en tout cas, d'après ces chiffres, les besoins sont très supérieurs aux ressources aujourd'hui mobilisées en faveur du climat, au moment où on ne peut pas dire que le monde manque d'argent, puisque le monde a investi 22 000 milliards de dollars en 2012 sur les investissements. Mais d'après l'OCDE, les 2/3 de ces investissements dans l'énergie, par exemple, sont fossiles. Donc, ces éléments pour conforter l'idée que, quels que soient les chiffres qu'on peut donner, les besoins de financement ne sont pas satisfaits et que donc on a un enjeu massif de réorientation des investissements par les politiques publiques et de mobilisation des investissements privés, des financements privés, puisque dans les chiffres que je vous ai donnés, ce sont ceux qui sont à la fois le plus imprécis et proportionnellement les plus faibles. Merci. Je vais passer la parole à Séverin Cabane de la Société Générale, groupe Société Générale. Est-ce que vous, en termes de, puisqu'on vient d'évoquer les financements disponibles et les investissements, est-ce que votre groupe a une stratégie climat ? Oui, tout à fait. Nous avons depuis maintenant des années, puisque nous avons engagé notre premier partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement en 2001, donc c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Et nous avons établi dans le groupe Société Générale
des politiques de financement depuis maintenant plusieurs années qui nous conduisent à favoriser le financement des investissements, en tout cas qui contribuent à la réduction d'économies carbonées dans le monde. Et je pourrais parler des principes de l'Équateur que nous avons signés en 2007 et de ces politiques d'investissement qui nous conduisent donc à refuser de financer des projets d'investissement dans l'ensemble des pays du monde. Nous sommes présents dans 76 pays dans le monde où nous avons donc une politique claire qui n'est pas nécessairement suffisante. Et on a ces débats en permanence avec nos partenaires, en particulier avec les organisations que dirige mon voisin Philippe. Mais nous avons quand même dès à présent un engagement clair pour réduire et pour financer les investissements bas carbone. Il y a un point qui me paraît quand même très intéressant après les chiffres que nous a donné M. Monville. On observe depuis, j'allais dire, 2-3 ans une nouvelle dynamique dans le financement des investissements à bas, pas complètement à zéro, mais en tout cas à bas carbone. Juste pour vous donner 2 éléments chiffrés, quand vous prenez par exemple pour les financements de la production d'électricité par le groupe Société Générale en 2014, 70% de nos financements sont consacrés aux énergies renouvelables. Il reste 30% qui sont consacrés, dans le cadre de nos principes sectoriels, à d'autres investissements carbonés, mais à bas carbone. Mais zéro carbone, quand même, représente 70% du flux de financement l'année dernière pour la production d'électricité dans notre groupe. Si on regarde un autre élément, qui est par exemple, et ça on peut avoir un débat, le marché des green bonds, des obligations vertes. On a vu en l'espace de 2 ans, entre 2012 et 2014, une multiplication par 10 de l'émission obligataire appelée verte. Alors, il y a tout le débat sur quelle est la caractérisation des obligations vertes, mais le fait que nous poussions aujourd'hui, le marché représente 25 milliards d'encours il y a 2 ans et demi, ça représentait 2,5 milliards. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tendance favorable où l'ensemble des parties prenantes finalement prend conscience du sujet peut-être de manière plus nette et on voit une tendance positive pour accroître les ressources de financement disponibles pour les investissements bas carbone ou zéro carbone. Est-ce que vous aussi vous heurtez à ce problème de définition? Est-ce que vous savez évaluer par exemple ce qu'est un bénéfice climat? Est-ce que dans vos groupes de travail, dans votre façon de travailler en termes d'investissement et de financement, vous vous heurtez à ces problèmes-là également? Oui, tout à fait. Et donc la question se pose. C'est les raisons pour lesquelles nous avons d'ailleurs décidé de participer à une des initiatives du programme des Nations Unies pour le développement dans l'initiative Finance, une partie d'un groupe bancaire qui est en train de définir ce qu'on appelle la finance à impact positif. Alors il ne s'agit pas uniquement d'impact positif sur le climat, mais également sur le plan social et puis sur le plan de développement en général. Et donc, c'est très compliqué de définir des critères, mais nous espérons bien, dans les mois qui viennent, et peut-être avant la fin de cette année, avoir une position claire sur qu'est-ce que c'est qu'un financement à impact positif sur l'ensemble des dimensions du développement durable. Et Société Générale est une des entreprises bancaires les plus en pointe sur cette question-là. Nous faisons partie d'un petit groupe de travail au sein de ce programme des Nations Unies. Saïd Mouline, pour ce qui est de l'agence marocaine des énergies renouvelables, quels sont les différents financements qui accompagnent le plan solaire marocain, notamment pour répondre à quelle stratégie? Comment vous travaillez? Oui, je crois qu'on parle de financement, mais il était très important d'abord que les pays qui cherchent ces financements aient une stratégie nationale. Une stratégie nationale, c'est-à-dire aujourd'hui, et ce que nous avons fait au Maroc, c'est de dire dès 2009, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Des institutions dédiées, des réglementations. Et avec cela, nous avons pu mobiliser pour le plan solaire. Alors le plan solaire marocain, c'est 2000 MW à l'horizon 2020. Et on parle de grands projets. On a pu mobiliser les financements verts, le Fonds de technologie pro de la Banque mondiale, l'AFD, la Banque mondiale, bien sûr, la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement. Toutes les grandes banques de développement ont accompagné le plan solaire marocain parce qu'il y avait une stratégie derrière. Parce qu'en parallèle, le pays a montré un modèle économique pour les renouvelables. Nous faisons du renouvelable au Maroc sans subvention. C'est-à-dire que nous faisons du renouvelable dans un modèle économique. Et pour cela, il a fallu arrêter les subventions aux énergies fossiles. Ça fait augmenter le prix du kilowattheure et c'est comme cela qu'aujourd'hui, nous avons des projets, des grands projets renouvelables, mais aussi des multitudes de petits projets. Je pense au pompage solaire en agriculture, je pense à l'éolien pour des industriels qui font leurs propres projets aujourd'hui. Donc nous sommes dans un schéma où on arrive à mobiliser des financements verts parce qu'il y a une stratégie. Et donc avec cela, on a pu attirer et avoir les résultats escomptés. Le plan solaire était évalué à 9 milliards de dollars au début. Il va être plus bas parce que les prix du solaire ont chuté. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce qui avait été pensé au début évolue à une vitesse tellement rapide en termes de coûts qui sont réduits
Et bien sûr, avec les énergies fossiles, même si le pétrole est à la baisse en ce moment, nous sommes dans un schéma où il y a un modèle économique qui tient la route. Voilà. Alors ceci, quand même, en pourcentage, redonnez-nous la proportion, parce que là, quand on vous écoute, on a l'impression que tout le Maroc s'éclaire à l'énergie solaire. Non, c'est pas tout à fait ça. Sûrement pas. Le Maroc est à 95% de dépendance énergétique et la grande totalité de la production d'électricité vient du charbon, du gaz naturel et du fioul. Aujourd'hui, on est à 5% renouvelable. Notre objectif, c'est de passer à 25%. 42% de la capacité électrique en 2020 sera d'origine renouvelable, éolien, solaire, hydraulique. 42% de la capacité en 2020, c'est l'objectif. Nous sommes à 3000 MW renouvelables aujourd'hui installés. On va passer à 6000 à la fin de 2020. Oui. Juste quand même pour redonner un élément de contexte sur le Maroc, il faut dire aussi que vous revenez de loin en termes d'accès à l'énergie, notamment dans les zones rurales. Hein. Oui. Et je crois que ça, c'est un volet très important qui intéressera énormément l'Afrique. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une stratégie pour électrifier le monde rural. Nous sommes passés de 25% des taux d'électrification rurale à 99% en moins de 15 ans. Comment ? Avec les financements, et l'agence l'AFD a beaucoup accompagné ce programme qui s'appelle le PERG, Programme d'électrification rurale globale, qui a permis de connecter au réseau, mais aussi de développer des projets qu'on a appelés décentralisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout qu'aujourd'hui, avec le coût du photovoltaïque et autres technologies, on peut électrifier d'une autre façon certains types de projets en Afrique. Il faut penser au réseau. Il a besoin d'infrastructures. Ça a bien été dit, il y a d'énormes besoins d'infrastructures en Afrique pour l'électrification rurale. Il faut aussi penser aujourd'hui d'une nouvelle façon pour électrifier d'une façon décentralisée, avec une approche beaucoup moins coûteuse qu'auparavant. Et nous sommes dans un schéma aujourd'hui, nous avons 60 000 foyers électrifiés en système solaire individuel, mais la grande totalité des foyers sont connectés au réseau dans le cadre du programme d'électrification rurale. D'accord. Si là, vous nous donnez la liste très brièvement des bailleurs qui financent le plan des énergies renouvelables et en particulier le plan solaire, est-ce que vous pouvez nous donner très brièvement la liste des bailleurs de fonds, publics comme privés ? J'ai bien dit, donc, bien sûr, il y a la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'AFD, la KfW, la Banque africaine de développement, toutes ont accompagné le plan solaire. On a un plan éolien de 2000 MW, il a presque 1000 MW déjà réalisés. Il y a les banques européennes d'investissement, les mêmes banques qui suivent aussi à ce niveau-là, et les banques privées. Alors les banques privées, c'est pour ça qu'elles ont un rôle très important. Et très récemment, on a parlé de renouvelables. Le climat, c'est aussi l'efficacité énergétique. Et nous avons mis en place, avec la BIRD, l'AFD, la Banque européenne d'investissement et la KfW, une ligne pour les industriels pour qu'ils fassent de l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'ils investissent dans l'efficacité énergétique. Ça aussi, c'est un autre domaine qui touche énormément au climat et qui malheureusement n'a pas beaucoup été accompagné. On a accompagné les grands projets renouvelables, pas beaucoup les petits. Il faudra travailler, j'espère, les grandes orientations vont être vers ces secteurs-là. Et l'efficacité énergétique, bien sûr. Je laisse la traduction se terminer pour Madame Clark, parce que vous parlez très vite. Is everything okay, Mrs. Clark? Hélène Clark du PNUD. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez pour le PNUD de quelle manière le financement du climat est lié à des objectifs de développement, puisque c'est tout de même là le thème de la conférence, hein, c'est financer du zéro carbone et du développement en même temps. Thank you. When we talk of climate finance, we are primarily talking of financing for developing countries. And in our experience, there's almost no environmental finance that comes through our organisation to support efforts in developing countries that doesn't have a development spin-off. I think we have to look much more holistically at funding. Now, in the context of climate change agreement negotiations, there's always reference to climate finance needing to be separate and additional and predictable. And of course, I will always advocate for more public climate finance. But the reality is whether the funding for a developing country comes through a climate finance stream, a more general environment finance stream, or a public finance stream, it's all going to be helping sustainable development in a country. So I think really focusing on the synergies is extremely important. Now, this task of financing sustainable development goals and financing the transition to a low carbon and climate resilient economy is such a big task that it can't be done off the public finance alone. And this is why what
representatives of business like Societe Generale are saying is so important, that they are taking ethical decisions about the kinds of things that they want to invest in. Syed referred to the sources of finance for Morocco, and you specified a number of the multilateral and regional development banks, which have a very, very important role to play, as well as the public lending institutions of the bilaterals. You mentioned KfW. I know AFD itself is very interested in this area. So we're really in a field where every source of finance matters, including what countries themselves can mobilise from their own resources. Hence, what Syed said about getting rid of fossil fuel subsidies is so important, because that was money that was going to a dead end, if you like, and you're now able to redeploy that money into a much more sustainable investment. Merci beaucoup, Madame Clark. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant le point peut-être le plus intéressant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a compétition, arbitrage entre les financements destinés à la lutte contre le changement climatique et puis les financements développement, lutte contre la pauvreté. Madame Clark, peut-être, je pense que vous avez des éléments à nous donner sur ce sujet. Well, if the public finance for tackling climate change were to come out of the existing very stressed amount of money for official development assistance, which is running at about 135.2 billion a year, that would be impossible. That would involve a big diversion away from other areas of development. Bear in mind, there's already a lot of support for sustainable development coming out of that 135.2 billion, but it can't encompass the whole climate change challenge. So there does have to be more public finance coming into this whole endeavour. When I say that official development assistance is already very stressed, I'm speaking, so mindful of the protracted crises around the world, which are requiring more and more of the official development dollar to go to humanitarian relief and away from development, whether sustainable or otherwise. So rather than see social development, economic development put at odds somehow with environment, we do have to grow the cake of public finance, but I think it's also incumbent on all of us involved in development to be leading in advocacy and actions which ensure that development is sustainable development, and that what we do on the social and economic development is in harmony with living within the boundaries of nature. And that's so relevant to all the challenges around the climate ecosystem. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples là, de projets qui sont typiquement des projets où la question de l'arbitrage ne s'est pas posée entre lutte contre la pauvreté, développement et puis financement climat? Je parle d'un pays précis, d'un projet précis, de financement précis. Well, I can think of a ton of examples in the $1.3 billion portfolio that UNDP has on climate change, where public finance is very important because private finance would not be interested in this kind of area. And I'll instance, for example, Sudan, where the small farmers generally are very dependent on rain-fed agriculture. But as we know about Sudan, it's a rather dry country, so and in the context of climate change, is likely to become more dry, and the farmers will be more at risk. So the partnership we have had there on working around climate change adaptation has been with public finance. Canada has been particularly helpful, and it's been about trying to support the small farmers to be able to adapt to these incredibly challenging circumstances, which are becoming more challenging. So there's so much positive that can be done at that level with the public finance, but I also think that in tackling climate change, public finance can be catalytic in enabling countries to leverage much greater sources of private finance. This is an area we're very interested in countries having the capacity to design the projects for sustainable infrastructure, for example,
which enable them to access the much larger pools of private finance. And we're talking, I understand, about global capital markets having something like $225 trillion. So how can more of this be encouraged to come into areas of investment which are positive for the climate and positive for sustainable development? Ok, merci Madame Clark. Je passe la parole maintenant à Philippe Jachand de la coordination Sud qui regroupe les ONG françaises de développement, d'aide d'urgence. Comment, pour vous, vous voyez la question de l'arbitrage entre les financements disponibles pour le climat, les financements disponibles pour la lutte contre la pauvreté et le développement? Est-ce qu'il y a arbitrage, est-ce qu'il y a compétition entre ces différents financements? Bonjour à tous et merci. Alors je ne vais surtout pas aborder le sujet sous l'angle de la compétition. On est déjà face à une problématique de manque de ressources. Alors si on commence en plus à les mettre en compétition les uns avec les autres, on est très mal parti. Non, l'idée, ça a été assez bien dit par mes prédécesseurs à la tribune, pour nous, on est dans une logique systémique globale. La question, et on est aujourd'hui, l'année 2015 est une année particulièrement cruciale et importante en ce qu'elle fait converger des agendas quand même, celui des objectifs du développement durable et celui du climat. Et pour nous, il est indispensable que les deux convergent et qu'on regarde l'ensemble des questions avec la même logique. Donc la problématique du climat est une problématique de modèle de développement et de croissance, finalement. Donc elle questionne clairement l'ensemble des politiques publiques et des parties prenantes qui interviennent, qui agissent. Ça a été très bien dit, ça nécessite une stratégie publique nationale. Ça nécessite, et ça pose la question de la cohérence des politiques qui sont menées. Et donc effectivement des investissements. Si on veut s'orienter vers une logique zéro carbone, effectivement pour nous, il est indispensable de cesser toute subvention aux énergies fossiles, par exemple. Bon, c'est la moindre des cohérences. Ça nécessite également donc une stratégie multiforme, articulée, qui soit ambitieuse, c'est-à-dire s'écarter des fausses bonnes solutions, on pourra peut-être y revenir, et que l'ensemble des acteurs s'engage réellement dans ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Alors, pour revenir sur la question de l'éventuelle compétition, peut-être utiliser une simple métaphore. C'est quand vous avez une maison à rénover, par exemple, vous allez vous pensez à l'ensemble de l'architecture de la maison et vous allez engager des fonds supplémentaires pour la rendre, par exemple, économe en énergie. Ça n'empêche pas de s'intéresser aussi à tout ce qui fait la vie de la maison. Donc vous n'allez pas distinguer et séparer les choses. Et dans le domaine du développement, dans certaines situations, on est encore au niveau des fondations. Nous ne sommes même pas uniquement à la question de l'adaptation ou de la rénovation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on distingue, si on s'embarque dans une logique compétitive ou de séparation ou d'arbitrage, on a pris le mauvais chemin. Le dernier élément, parce que vous avez posé la question des exemples, aujourd'hui, les arbitrages se font malheureusement encore au détriment de ce qui est pour nous le développement durable, dans le sens où il existe encore beaucoup de projets, beaucoup de subventions qui sont accordées à des projets qui ne sont pas climato-adaptés. Donc la question, elle est là. Elle n'est pas de distinguer le développement et le climat, elle n'est pas de distinguer les sources de financement ou de les mettre en concurrence, elle est de mettre en cohérence nos politiques et nos stratégies. Mais par exemple, quand vous entendez des partenaires, je pense à l'UNESCO, une agence des Nations Unies qui s'inquiète depuis plusieurs années de la baisse des subventions pour le développement de l'éducation, notamment sur un continent clé comme l'Afrique subsaharienne qui est très en retard sur le secteur de l'éducation. C'est pas une affaire d'arbitrage, ça ? Oui, mais d'autant plus que M. Moineville vient de nous dire il y a beaucoup d'argent sur la table là, pour le climat. Ben oui, absolument. Nous plaignons et d'abord de la baisse des financements publics pour le développement. Ça, c'est une chose. Et des arbitrages qui sont faits au détriment, effectivement, des secteurs sociaux, par exemple. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en concurrence.
Il s'agit d'aller chercher des financements supplémentaires, il s'agit d'augmenter la part des fonds publics pour le développement durable et le climat, de continuer à investir et que l'État continue à assumer ses responsabilités en la matière. Mais il s'agit, ça a été très bien dit aussi, de réorienter tout un ensemble d'investissements. Il y a beaucoup d'argent qui circule, enfin les chiffres ont été donnés, c'est astronomique. Donc il suffit effectivement de se doter de stratégies et de cadres incitatifs pour que les investissements qui se font soient dans des logiques de développement durable et dans des logiques bas carbone, par exemple. Jacques Moineville, vous... Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on va y revenir au fil de vos questions, hein, bien sûr sur la question des arbitrages. On reviendra aussi sur le fonds vert, sur l'outil que ça peut représenter. Jacques Moineville, pour vous, concurrence entre ces deux objectifs ou pas? Objectif de développement, lutte contre la pauvreté et objectif climat. La première chose que je voudrais redire, c'est que les problématiques de développement et de climat sont indissociables. Le réchauffement climatique affecte le développement des pays les plus vulnérables de façon dramatique, peut faire disparaître des îles entières, des villes entières ou des zones entières d'agriculture. Et à l'inverse, c'est vrai que le développement d'un pays peut affecter le climat si cette politique n'est pas adaptée pour être aussi sobre en carbone que possible. Donc le lien est très fort. Et d'ailleurs, pour nous, il y a un projet climat, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un projet de développement avec un co-bénéfice climat. Et on peut donner des exemples. Un pays comme le Burkina Faso a besoin d'énergie pour se développer. Et si on finance une centrale solaire plutôt qu'une centrale à mazout, on a un projet de développement à co-bénéfice climat, idem pour le transport public. Alors, vous faites allusion à quoi là comme projet un projet qui est dans la banlieue d'Ouagadougou ou c'est autre chose? Non, pour le Burkina, on a financé au Burkina Faso une centrale solaire qui est importante et qui permet justement d'économiser par rapport au mix énergétique du Burkina Faso de l'émission carbone. C'est un exemple, mais on en a de nombreux. Il y a d'autres endroits où ce sont des éoliennes, de la petite hydroélectricité. Il y a les projets de transport public qui sont, que nous finançons dans tous les continents, y compris en Afrique, et qui sont évidemment de développement parce que ça facilite l'économie, ça facilite le transport des individus et ça diminue les émissions carbone par rapport à l'utilisation des voitures ou des mobylettes. Donc, les projets climat, pour nous, sont tous des projets de développement avec un plus sur le climat. Alors, ceci étant dit, c'est vrai qu'il existe aussi des projets de développement qui ne sont pas climat et qui ont besoin d'être financés. L'éducation, la santé en sont des exemples. Et c'est la raison pour laquelle la stratégie de l'AFD, qui consiste à avoir la moitié de ses financements climat, il y a quand même 50% de ces financements qui ne sont pas climat ou qui sont un peu moins climat. Donc, il n'y a pas concurrence, mais il y a le double besoin de financer des projets climat et d'autres qui ne le sont pas. Je voudrais dire aussi une chose, parce qu'il faut se mettre à la place des pays qui mettent en place, des pays du Sud qui mettent en place des politiques. C'est quand même pas toujours si facile que ça d'arbitrer en faveur du climat, même pour la question des subventions pour les énergies fossiles. Si vous avez un pays, le Burkina d'ailleurs, sauf erreur, qui subventionne la production d'électricité fossile, c'est aussi pour des questions de lutte contre la pauvreté. S'il ne le faisait pas, il y aurait un problème d'accès à l'énergie. Donc il y a probablement une phase transitoire. Et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a des pays qui disposent de ressources en énergie considérables, y compris en charbon, qui ont des besoins de développer leur capacité énergétique de façon massive, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, et dire qu'elles vont faire à partir de maintenant que de l'énergie renouvelable, là c'est probablement un peu difficile. Donc on a un sujet, peut-être pas d'arbitrage, mais de rendre les choix climat plus faciles, d'accompagner ces pays dans un mix énergétique et surtout de faire émerger des modèles de développement qui soient plus sobres en carbone. Sur la question de la phase transitoire, si j'ai bien compris, vous nous dites que la phase transitoire, ça serait de l'énergie fossile en priorité pour faciliter l'accès à l'énergie à des pays qui n'en ont pas du tout, avant de passer à de l'énergie propre, ou j'ai mal compris ?
Je dis simplement que, et d'ailleurs l'exemple du Maroc est un très bon exemple qui vient d'être décrit beaucoup mieux que je pourrais le faire, qu'aujourd'hui, si je me rappelle vos chiffres, c'est 5% d'énergie renouvelable avec un objectif de 25%, et entre les deux, il y aura quand même de l'énergie à fournir. L'Afrique du Sud, qui a des ressources en charbon et qui n'a pas atteint le niveau du Maroc en termes de taux d'accès à l'énergie, va utiliser un peu de charbon au début pour alimenter l'ensemble des zones. Donc la progressivité, c'est sans doute encore quelques investissements qui émettent. L'important, c'est le chemin vers la diminution proportionnelle de l'énergie émettrice. Vous nous dites globalement que dès qu'on fait du climat, on fait forcément du développement. Mais si on prend le cas, par exemple, souvent, le climat, ça participe au développement. Hein. Le PNUD tient le même discours, mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais si on prend un exemple comme un barrage, ça pose problème ou pas ? Ça dépend. Ça pose problème si, une fois qu'on a fait toutes les études environnementales, on a un bilan qui fait que on économise peut-être du point de vue de l'énergie renouvelable, on est en consommation d'énergie fossile. Après, il faut voir le bilan en termes de biodiversité, de déplacement des populations. Est-ce qu'on leur a apporté aux populations éventuellement déplacées des solutions qui sont satisfaisantes ? C'est pour ça que et là je pense que votre question c'est sur les grands investissements hydroélectriques, il ne faut pas les mener sans avoir fait un ensemble d'études d'impact environnemental et social approfondi pour pouvoir faire ce bilan en question. C'est probablement un des sujets les plus normés d'ailleurs sur le plan international. Séverin Cabane pour le groupe Société Générale. Est-ce qu'une banque, vous nous le disiez au tout début, nous renonçons à des projets considérés comme sales ou pollueurs, mais qui accompagnent la croissance économique. Clairement, nous avons une politique de renoncement à certains projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Oui, je vais vous donner un exemple précis. C'est justement pour essayer d'adresser la question que vous posez de l'arbitrage que nous avons réfléchi et nous avons fixé ce que nous avons appelé des politiques sectorielles de financement. Et la question qui est une question très, très régulièrement soulevée en particulier sur le financement des centrales thermiques. Et là, nous avons considéré une approche extrêmement pragmatique. Nous sommes présents, vous le savez, dans 18 pays d'Afrique, nous sommes présents dans 76 pays dans le monde, et donc l'une de nos missions est effectivement d'accompagner le développement des pays dans lesquels nous sommes présents. Et cette question se pose régulièrement à nous, est-ce qu'on finance ou pas un projet de centrale thermique, charbon ou autre d'ailleurs. Et donc nous avons fixé des critères pour être certain qu'on apportait la meilleure technologie au regard de l'environnement, au regard du climat, dans le pays, lorsque pour des raisons d'ordre stratégique du pays, et essentiellement axé par l'accroissement, enfin la baisse de la pauvreté ou l'accroissement du niveau de vie du pays. Et donc là, je vous donne un exemple très précis, nous ne finançons pas de centrales thermiques dont l'efficacité énergétique est inférieure à 38%. C'est un exemple. Et même on a choisi, selon les pays, des critères différents, parce qu'il y a des pays qui ont plus besoin d'avoir accès rapidement à l'électricité dans certains pays où nous sommes présents. Je vous donne cet exemple très concret pour vous dire qu'effectivement, notre politique sectorielle vise à adresser la question que vous posez d'arbitrage. En revanche, il est quand même aussi, et ça c'est un point très, très positif pour moi, c'est que dans un certain nombre de pays où finalement le risque attaché au projet d'investissement n'est pas forcément finançable. Et ça arrive dans certains cas. C'est un autre sujet où, et là, c'est la coopération qui existe entre les agences de développement et les banques privées, comme nous, qui nous permet d'adresser la question. C'est-à-dire si on a, par exemple, une partie du risque qui est pris par le financement public, eh bien, ça permet au financement privé d'aller accompagner l'investissement. Et là, d'aller, si je puis dire, éviter l'arbitrage dont vous parlez. Et là, je crois qu'on est au cœur d'une problématique qui fonctionne extrêmement bien, d'ailleurs, entre Société Générale et l'AFD. On est un des principaux partenaires de l'AFD, notamment notre présence en Afrique. On a des programmes comme, j'aime beaucoup le programme SUNREF, qui est un programme que l'AFD développe. Là, on n'a pas besoin d'ailleurs de subventions spécifiques, c'est juste du funding, où on finance dans les PME africaines
des investissements d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. On a des projets au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui sont des projets de PME. Ce n'est pas des très grands projets, si vous voulez. Mais aussi, il faut dire que parfois, et là on a des très grands exemples récents, où la question ne se pose pas. On a été l'arrangeur principal du très grand projet en Indonésie de géothermie. Vous savez, le plus grand projet mondial de géothermie, 1,2 milliard de dollars à financer par des financements privés. Nous avons été le principal arrangeur de ce financement. Et là, la question ne se posait pas. On considérait qu'il n'y avait pas d'arbitrage à faire. Voyez-vous, donc ce n'est pas systématique ce que je veux dire. Saïd Mouline, pour les énergies renouvelables au Maroc, comment se pose cette question des arbitrages? Vous avez encore des besoins de développement importants sur le plan social au Maroc? D'abord, dans le secteur de l'énergie, je pense qu'on vit une transition énergétique. Hein, il ne s'agit pas de rupture, d'arrêter et de passer tout en renouvelable, ce n'est pas possible d'abord. Donc nous sommes dans une logique où développer les renouvelables de plus en plus, il y a eu un débat chez nous. Pourquoi faire des énergies plus chères alors que nous sommes un pays qui un Marocain émet 7 fois moins de CO2 qu'un Européen? Et pourquoi faire cet effort? On a expliqué, avec une stratégie, avec l'intégration industrielle, avec les emplois qui vont avec le développement local, il y a des impacts énormes. Et bien sûr, il y a ce volet financement vert qui a joué un rôle aussi important. Mais nous avons aussi un projet de centrale au charbon qui est lancé. Ça ne veut pas dire... C'est pour ça que je parle de transition énergétique, ça va se faire par étapes. En électrifiant les villages, je me rappelle, il y avait des villageois qui nous disaient non, on ne veut pas d'électricité, on veut la route d'abord. Et c'est là où les priorités, et je reviens à quand on a beaucoup de projets, il y a beaucoup de besoins sur un village, il a besoin d'une route, il a besoin d'électricité, de l'eau, d'un dispensaire rural, d'une école. C'est tout cela qui amène le développement. Et bien sûr, il est important de prendre en compte tout cela. Et il y a une stratégie par secteur. Dans le pays, nous avons un très grand programme aussi de routes rurales qui a été mené en parallèle avec l'électricité. Et c'est très important pour montrer que tout va de pair. Et parfois, c'est décalé. Et je vous dis, les priorités, parfois, pour les villageois, ne sont pas les mêmes que pour celui qui décide à Rabat ou à Paris ou autre. Hein. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Je pense que nous vivons une transition énergétique, il y a une carte à jouer, il y a des financements, mais il y a des étapes à franchir. Je dirais que nous sommes dans ce modèle-là. Et c'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit. Tous les projets de développement doivent prendre en compte ce côté climat. Lorsqu'on fait un dispensaire rural, c'est du développement, mais peut-être qu'il faut penser avec des frigos solaires, avec des utilisations de systèmes renouvelables pour ces projets. Ça veut dire que le dispensaire va coûter plus cher? Oui, et c'est là où je dis, c'est peut-être possible que les financements, et c'est un débat, parce que lorsqu'on veut construire un bâtiment, et nous avons mis en place récemment une rénovation thermique du bâtiment au Maroc. On nous a dit, attention, ça va coûter plus cher, c'est de 5 à 15% le surcoût lié à bien bâtir un bâtiment avec plus d'isolation. Hein. Et c'est très important de le faire, parce que le coût de l'énergie devient plus important, et un bâtiment, il est là pour 50 ans, et on dit, c'est du développement durable. Et s'il y a un surcoût de 5, 10, 15%, il faut le prendre en compte. Et c'est là où je dis, tous les projets de développement sont importants, il faut parfois les adapter. Et je rejoins, quand on fait une centrale au charbon, la même chose, on a demandé à ce que ce soit une centrale charbon propre, c'est-à-dire avec un minimum d'émissions de CO2, avec une captation des cendres de charbon, la valorisation avec les cimentiers. Il y a eu tout un programme environnemental en parallèle avec ces projets. Donc tout projet de développement doit tenir compte du concept de développement durable, qu'il soit un grand projet, qu'il soit un petit projet, c'est ça. Il ne s'agit pas de mettre l'un contre l'autre ou de dire « moi j'ai 100 milliards, je vais fixer ». Les priorités sont fixées dans le cadre de la loi de finances de chaque pays. Et ils disent je vais accompagner l'éducation, je vais accompagner la santé, je vais accompagner l'énergie. Tout ça, ça se décide au niveau national, je dirais. Mais après, les projets doivent se faire aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vu que les technologies sont beaucoup plus disponibles, beaucoup moins chères qu'avant. Je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. J'entends bien, mais dans la réalité des négociations, quand vous êtes tous autour de la table, c'est-à-dire financeurs publics, partenaires privés, sur un projet, le surcoût 15 à 20%, ça ne fait pas l'objet de discussion? Bien évidemment. Mais on dit, attention, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on aura comme... Après, il y aura une facture énergétique de ce bâtiment qui va être plus lourde. Qui va la payer? Donc, c'est question d'intégrer et de dire, attention, ne nous trompons plus pas de décision, parce que ça coûtera plus cher demain. Donc, c'est anticiper. Et puis, dans l'esprit climat, j'espère que nous aurons des disponibilités, surtout pour les pays du Sud, de financement pour accompagner ce surcoût.
Juste pour boucler sur la question, enfin on y reviendra surtout, n'hésitez pas bien de noter les réactions que vous avez auxquelles vous avez envie de prendre part tout à l'heure, mais sur la question de l'arbitrage, Philippe Jachin, je vous ai vu réagir à plusieurs reprises par rapport à ce qui était dit, on a cité des exemples concrets. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur la notion de l'arbitrage, et ensuite on partira plus sur les questions techniques des flux d'investissement actuels, avec quels outils, comment les rediriger vers des projets de dérèglement climatique, etc. Sur la question de l'arbitrage entre problèmes de développement et financement climat. Oui, merci. Oui, parce que ce que je voulais ajouter, c'est attirer l'attention sur quelques éléments qui sont pour nous aujourd'hui, en tout cas, insuffisamment arbitrés dans le sens du développement durable et du climat, parce on s'entend sur le fait qu'évidemment, on passera pas du jour au lendemain d'une économie carbone à une économie zéro carbone, que c'est une question de processus. Après, toute la question, c'est quel est l'agenda qui se pose, quelle est la volonté politique et l'ambition, et quelle est la vitesse à laquelle on avance. Donc pour nous, on est sur une nécessité d'aller le plus vite possible. Et le cadre des négociations et la COP21, on en parlera peut-être à la fin, doivent poser cette ligne-là pour que la transition se fasse le plus vite possible. Après, en faisant attention effectivement à certaines solutions qui sont pour nous pas forcément les bonnes. Alors, vous avez évoqué les barrages, mais par exemple, si on prend les agrocarburants qui sont fortement soutenus en France, notamment par la puissance publique, ils sont accompagnés de nombreux effets qui, pour nous, sont dévastateurs pour le développement. Et sur les barrages, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que l'AFD finance certains barrages ? Non, ce serait trop simpliste. Je reprends ce que vous disiez, c'est-à-dire effectivement, dès lors que nous avons des éléments ou des études et des indicateurs qui tiennent compte non pas uniquement de la réduction des gaz à effet de serre du projet, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans les avis développement durable de l'AFD, mais comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de regarder à la fois des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux. Pour juger de la qualité d'un projet, c'est déjà faire un pas de plus. Alors si on revient à la question des agrocarburants notamment, mais les barrages aussi, on est sur voilà typiquement une politique qui est soutenue fortement, alors qu'elle produit beaucoup d'effets négatifs, y compris en termes de déforestation, en termes d'accaparement de terre, sans compter les risques alimentaires sur les populations, par un détournement d'un certain nombre de produits vers d'autres modes d'utilisation. Donc là, effectivement, il y a des arbitrages à faire. Et là, il y a des alliances intelligentes à construire dans le sens d'une ambition politique qui est celle d'un développement durable. Qui ne sont pas encore assez construites pour le moment. Non. C'est ce que vous sous-tendez ? Pas tout à fait, non. D'accord, bon, je pense que vous aurez l'occasion de préciser votre pensée à la lumière des questions dans la salle. Troisième et dernière question pour nos intervenants avant que nous vous laissions la parole dans le public. Comment rediriger les flux d'investissement actuels vers des financements verts, toujours dans le but de limiter le dérèglement climatique, mais surtout, il faudrait qu'on avance un peu plus sur l'aspect plus technique de la question. Quel cadre législatif, quelles incitations mettre en place, et puis on va revenir aussi sur les risques de ce qu'on appelle le greenwashing. Est-ce que tout peut devenir du climat pour que tout le monde se donne bonne conscience et puisse retirer sa part du gâteau? Alors je vais peut-être laisser la parole à Madame Clark le temps que la traduction s'achève. Les rôles peut-être pour les fonds publics d'abord, Madame Clark. Est-ce que les fonds publics peuvent servir à lever des fonds privés? On en a parlé d'ailleurs, Monsieur Cabane nous disait quand l'AFD y va, on y va. Enfin, je schématise beaucoup. I think public funding is tremendously important, both for supporting the transition to a green, climate-friendly economy in areas where it's not so attractive for private investment, and I mentioned that with respect to, say, smallholder agriculture and so on. But also public finance is very important in building the policy and regulatory environment which will encourage
private finance to come in and invest in areas which are desirable. But as I think we'd all agree here, public finance can't do the job. So the issue is how it is used to blend and catalyse the other sources of finance which are out there, and there's bigger experts on that than I am today. But I did just want to come in on the previous question because as others implied in contributions, when we talk about sustainable energy for all, and we're thinking of it in the context of climate, our focus is often on the issue of the sustainability. But access is a huge issue. There are 1 billion people out there in the world who don't have as much as an electric light bulb to turn on. There's 2.5 billion who have to depend on what we call traditional biomass, which is often the nearest tree, which is getting further and further away, for their cooking and their heating. And so if you say to one of the billions in that position, you've got to wait for your energy access until sustainable supply comes along, it's not a very compelling argument for them. And then you move on to the logic, and this is often aired in the climate talks, that developing countries are saying, well, you in the developed world are responsible for the stock of carbon that's in the atmosphere now because you developed in a conventional sense with a heavy fossil footprint. So then you're denying us the right to development. So you only cut through these arguments if A, the funding support is there to go more directly to the energy transition to sustainability, and of course there's a lot more support for quick transfer of technology and technology at an affordable price so countries can go down this route. So I think one of the challenges is how to bridge getting the access to getting the sustainable access, and this is at the heart of some of the big challenges in the climate talks. There's a lot of obviously emphasis from developing countries on what is called common but differentiated responsibility, which is that the developed countries need to contribute more by their actions to reduce greenhouse gas emissions, but also to contribute financially and through technology transfer to making this transition possible for others. Jacques Moineville, pour l'AFD, comment vous voyez les choses? Quelles sont les recommandations au niveau de l'AFD? Le premier point, vous avez parlé du greenwashing. Je crois que le premier point, c'est de continuer à travailler sur la mesure. Je pense que c'est fondamental de savoir de quoi on parle quand on parle soit d'un projet climat, soit d'un financement climat ou d'une finance climat. Alors, ça va être un des enjeux de la COP21 parce qu'on voit bien que beaucoup des éléments de négociation tournent autour du montant de mobilisation de finances publiques auquel on va aboutir. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus par des organismes publics. Il y a aussi, nous faisons partie d'un club de bailleurs bilatéraux du Sud et du Nord qui avons beaucoup travaillé sur les critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un projet climat. Les banques privées ont aussi travaillé beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte. Et tout ça est excellent pour s'assurer que les flux vont sérieusement au bon endroit sur les sujets verts. Le deuxième point que je voudrais peut-être mettre en avant, c'est le rôle du fonds vert, dont on parle beaucoup dans les négociations, et qui doit fonctionner d'une façon novatrice, non pas en finançant tellement directement des projets, mais en mettant en place des mécanismes de mixage, c'est-à-dire d'abondement par des subventions ou des financements très concessionnels, de financements venant d'autres bailleurs, soit des financeurs publics, soit des financeurs privés. C'est ce que nous faisons avec la Commission européenne, avec beaucoup d'autres bailleurs, et ça produit des effets de levier considérables, c'est-à-dire que pour 1 euro de subvention européenne, il y a un investissement de 40 euros, donc un facteur de 30 à 40 qui est permis. Et ça, c'est comme ça qu'on peut amener des projets, des financements privés, publics et privés, vers des projets climat, parce que on va ainsi d'abord avoir des critères de ce qu'est un projet climat très précis, ceux du Fonds vert,
Et on va mobiliser des financements divers et aussi des acteurs locaux, parce que je crois que c'est une des clés de la réussite de la politique en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est que les collectivités locales, les entreprises publiques, les entreprises privées, bref, les acteurs locaux qui sont très importants pour cette politique, soient concernés et soient à l'initiative de projets et de financements. Et ça, c'est la façon dont doit fonctionner le Fonds vert, et je pense qu'on peut en attendre beaucoup en termes de redirection de flux privés, publics aussi, vers les enjeux climat. Séverin Cabane, pour le groupe Société Générale, comment développer une structuration verte pour, en gros, arriver à une classe d'actifs rentable pour vous? Oui, vous mettez le point sur la question principale. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est comment réorienter, rediriger les flux d'investissement privés vers les investissements verts ou de développement en règle plus générale. Et donc, j'aime bien ce que vient de dire M. Monneville, il y a plusieurs effets de levier qu'il faut mobiliser qui aujourd'hui ne le sont pas. Et c'est un des points, à mon avis, sur lesquels nous devons collectivement travailler. Quand vous prenez la décision d'un investisseur privé qui décide d'investir ou pas dans un fonds de dette ou dans un fonds equity, il va regarder, et ça vous ne pouvez pas lui empêcher, le couple rentabilité-risque. Et donc, l'ajustement de ce couple rentabilité-risque avec, par exemple, une subvention qui est du second ordre par rapport au montant total de l'investissement, ou même, sans même de subvention, avec ce qu'on appelle du rehaussement de crédit. C'est-à-dire que le risque est d'abord pris sans funding par une autorité publique. Ça vous donne un vrai effet de levier. Donc vous réduisez le risque, ou vous réduisez le montant, ça dépend qui permet à un investisseur privé, dans sa logique, dans le rationnel, de dire « je vais investir dans cette direction ». Ces mécanismes de levier existent déjà, mais ils existent dans des dimensions faibles. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu d'innovation, de structuration financière aujourd'hui pour favoriser le financement du climat ou du développement durable. La Banque Société Générale est une des premières banques en matière d'innovation financière et nous travaillons beaucoup aujourd'hui, en particulier avec l'AFD, mais pas seulement. Nous avons par exemple contribué à la première émission d'une obligation souveraine au Sénégal, il y a quelques jours. Alors, c'est le financement, vous allez me dire, d'une infrastructure routière. On peut avoir ce débat. Est-ce que l'infrastructure routière est une infrastructure de développement? Notre conviction, c'est oui. Et on peut aussi avoir un impact positif sur le climat avec une construction d'une autoroute au Sénégal. L'innovation consistait à faire en sorte que le risque de crédit que représente le Sénégal, qui représente un risque de crédit, sur le dérivé de change, parce que c'était une émission en dollars américains, alors que les ressources de l'État sénégalais ne sont pas des dollars, donc ils ne voulaient pas prendre le risque de change. Le risque de crédit associé aux produits de couverture a été pris par MIGA, par la Banque mondiale. Et il n'y a pas de funding, c'est juste la couverture de ce risque. Et ça, ce sont des innovations financières simples qui permettent de lever 500 millions de dollars sur le marché privé. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et donc nous sommes convaincus qu'une association beaucoup plus grande, à la fois des experts des finances comme la Société Générale, qui aussi a associé à une autre expertise très importante, qui est tout sur la partie énergie. Nous sommes une des grandes banques mondiales finançant l'énergie. Il y a les deux expertises à avoir. Associées aux financeurs et aux preneurs de risques publics, et le principal effet de levier sur lequel nous devons travailler. Et si on arrivait à lever cela, lever 10 milliards, voire 100 milliards par an dans le cadre du Fonds vert, nous paraît complètement possible. Mais il faut résoudre cette question du couple rentabilité-risque pour un investisseur privé qui n'est pas complètement résolu. Donc je pense qu'il faut que là, il y a un effort de travail collectif et d'innovation urgent pour pouvoir accéder à l'objectif des Nations Unies sur ce Fonds vert. Philippe Jachan, pour la coordination Sud, ONG d'aide au développement et d'urgence, complètement d'accord ? Oui. Enfin, une autoroute qui serait, c'est une révolution, qui serait si bonne vous êtes pour le d'accord climat, avec... ça, bon, faudra voir quand même. Hein, mais sur le reste, non. Je rentrerai pas dans des mécanismes, dans des mécaniques de la technicité financière. Ça n'est pas ma compétence. En revanche, il est certain que l'enjeu de la réorientation des investissements privés vers des projets climat, on va dire, ou durables, est un enjeu essentiel. Et donc tout ce qui peut, je parlais d'alliances utiles tout à l'heure, c'est tout ce qui peut y contribuer sera bon.
Donc oui, il y a clairement un enjeu de réorienter l'investissement privé, qui représente énormément de moyens. Après, il y a, ça a été bien dit, il demeure quand même un certain nombre d'enjeux sur d'autres sujets qui ne pourront probablement pas être couverts, même avec les meilleurs mécanismes de garantie financiers. À quoi vous pensez, par exemple ? Je pense notamment à des projets qu'on peut appeler d'adaptation ou à ce qui, généralement, n'est jamais rentable ou n'a pas forcément à l'être. Donc c'est là où il y a tout un ensemble de secteurs ou de pays notamment qui vont nécessiter aussi de l'investissement public. Donc sous-entendu, au privé la rentabilité, au public les risques ? Non, je ne le dirais pas comme ça. C'est une sur l'adaptation au climat, il n'y a que des risques à prendre ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un enjeu de réorientation de fonds privés qui est clair, au vu de la masse de flux qui existe. Et donc c'est fondamental d'y travailler, de faire en sorte que ces investissements se redirigent vers une économie verte. Donc toutes les mesures sont bonnes à prendre en ce sens, mais il nécessitera quand même sur un certain nombre de domaines. Et alors je vais prendre un exemple aujourd'hui sur la question du climat. Beaucoup de fonds, et on a beaucoup parlé ici d'ailleurs d'adaptation. On n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé d'atténuation des effets carbone. On n'a pas beaucoup parlé d'adaptation, notamment. Et on sait que pour Madame Clark a évoqué pays... le cas de projets financés sur le Soudan, sur des problèmes d'adaptation au climat. Oui, tout à fait. Ouais. Il y aura des besoins, et il y a toujours des besoins qui nécessiteront des moyens publics importants, supplémentaires, notamment dans ce domaine, pour des pays où la question est d'abord une question d'adaptation et non pas de réduction de leur contribution au changement climatique, qui est quasi inexistante. Ensuite, il y a tout un ensemble d'autres formes de solutions aussi, on les a évoquées. Stopper les subventions aux énergies fossiles, encore une fois, et aux projets climaticides. Les subventions aux énergies fossiles, c'est encore 450 milliards de dollars par an. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce cadre-là. Verdir la commande publique, là effectivement les collectivités territoriales sont un acteur de première, de première importance dans le domaine, et le fait de verdir la commande publique, ça incitera aussi les opérateurs économiques à s'aligner, investir, ça a été dit, la recherche sur les technologies vertes, les rendre accessibles, régulation du marché carbone aussi, il y a un certain nombre de propositions pour fixer un plancher dissuasif, voilà tout un ensemble de mesures qui, en plus de l'investissement privé, peuvent nous mettre sur une voie réaliste pour rester sous la barre des 2 degrés. Avant que nous ne donnions la parole au public, Saïd Mouline, vous souhaitez réagir, apporter votre contribution sur le cas du Maroc et des énergies renouvelables ? Oui, et du rôle et sur les mécanismes incitatifs. Complètement. On a 3 projets, j'aime bien citer. Un avec une entreprise qui est l'Office chérifien des phosphates, l'OCP. L'OCP a développé un programme pour transporter le phosphate qui a permis une réduction d'émissions de CO2 de 1 million de tonnes. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on transportait le phosphate, on devait le laver, le sécher, et on utilisait beaucoup de fuel pour cela. Aujourd'hui, on le transporte dans un slurry pipeline, un beau projet aussi qui a été accompagné par différentes banques, pour aujourd'hui réduire non seulement la consommation d'énergie, mais aussi les émissions. Notre projet, l'usine Renault de Tanger, veut être la première usine automobile au monde carbone neutre. L'État a accompagné pour des chaudières à biomasse qui ont été installées dans cette usine. Aujourd'hui, cette usine utilise l'électricité des parcs éoliens aux alentours et la chaleur vient de biomasse. Et là, avec quel mécanisme de financement, par exemple ? Les mécanismes de financement, c'est pour ça que il y a eu un rôle aussi de la Caisse de dépôt et de gestion. Il y a eu il y a des lignes dédiées pour le climat qui ont accompagné un petit peu ce projet. Financements nationaux ? Nationaux. Il y a des projets purement privés, pas très loin, à Tétouan, la cimenterie Lafarge de Tétouan a fait un parc éolien de 30 MW, purement financé dans le cadre de ces acteurs banquiers. Donc par privés, des banques marocaines. Voilà, banques privées marocaines qui accompagnent aujourd'hui. Plus que cela, les grands projets solaires éoliens, la part, je disais, qu'on a tiré des financements verts de développement, c'est une partie.
La grande partie de l'investissement est fait par le secteur privé. Tous ces projets, c'est des partenariats publics-privés. C'est un soumissionnaire qui a répondu à un appel d'offres pour dire « je veux faire la centrale solaire de Ouarzazate ». Et le Maroc a choisi celui qui donnerait les moindres coûts, le plus d'intégration industrielle, etc. Donc attention, je crois que la mobilisation des financements peut être un effet de levier très important, et on l'a vu. C'est grâce à cela qu'on arrive à encourager le secteur privé à investir. Et ce n'est pas tout le risque pour le public et tout le bénéfice pour le privé. Attention, je vous garantis que c'est partagé. Quand il y a une bonne politique et une bonne stratégie, c'est complètement partagé et c'est nécessaire pour y arriver. Si les États avaient les moyens de faire tout elles-mêmes, on le ferait. Mais on n'a pas les moyens. Et il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup de priorités. Il faut garder de l'argent pour les autres priorités. Donc c'est, je pense, l'approche où tout le monde s'y retrouve, à condition de prendre les précautions nécessaires pour ne pas se trouver avec tout le risque pour l'État. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Voilà.